Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Au cœur du changement global. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel est le lien entre secteur bancaire et climat ? Majeur, me direz-vous sans hésiter, bien conscient que vous êtes, de la manière dont les grands fonds spéculatifs nationaux et internationaux, ainsi que les banques, alimentent le financement de l'économie fossile. Mais le président de la Fed, lui, Banque centrale américaine, n'est pas du même avis. Non. Pour lui, le climat ne fait pas partie de son mandat et c'est aux politiques de prendre en charge ces questions. Par cette prise de position, il s'oppose à une réglementation internationale proposée par la Banque centrale européenne d'imposer aux banques un reporting climatique de leurs actifs. Une réglementation qui semble pourtant indispensable quand on sait que 90% des actifs des banques européennes ne sont pas alignés avec les objectifs de l'accord de Paris. Vous avez dit économie verte ? Vous êtes bien sur Radio Anthropocène dans l'émission Regard sur l'actualité. Et pour m'accompagner aujourd'hui, François de Gasperi et Damien Rondepierre. Salut les gars. Salut Florian. Salut Florian. Alors aujourd'hui, on va recevoir Marie Plat du collectif Nos Services Publics. Pour son coup d'œil sur l'actu, nous reviendrons avec elle sur les effets des coupes budgétaires prévues par le gouvernement sur l'état de nos services publics et la planification écologique. Et malheureusement, pas d'invité des regards aujourd'hui, mais toujours toutes les chroniques habituelles. Énergie de Virginie Chaput, Cultura de Valérie Disdier et Faute de mieux de Yindra Quintrucville. Mais on commence notre émission par décalage avec toi, François. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Et pour cette nouvelle chronique tout en décalage, je vais vous demander un instant. Et oui, car c'est un peu l'instant émotion pour moi, celui d'un dernier billet pour vous annoncer mon départ imminent, un départ temporaire, soyez rassurés. Un instant, disais-je, et ce sera le mot de la fin, ou plutôt du début, puisque c'est bien ce terme que j'ai retenu pour les prochaines minutes. Instant. Instant vient du latin instans, participe présent adjectivé de instare, qui signifie imminent, prochain, voisin, menaçant, pressant. On associe souvent ce terme à une durée très brève, voire infinitésimale. C'est aussi le point précis, le moment exact ou défini dans le temps. Et dans le langage courant, on essaie souvent de prendre un instant de réflexion, de savourer un instant de bonheur, ou de chercher un instant de repos. Un instant de repos. Oui, car nous vivons dans une société de l'instantané, de l'instantanéité, celle du tout tout de suite, du tout plus vite, du tout maintenant, du tout le temps, du tout qui court, bref, du tout court. Enfin, vous m'avez compris. J'ai retrouvé ça en me baladant à Paris la semaine dernière. C'est fou ce sentiment que produit une ville sur notre appréhension du temps. Cette impression soudaine d'un rythme qui augmente, une vie qui s'accélère sous l'effet conjoint des pas et des passants. Une ville-monde où on court après le temps, où chacun donne l'impression de ne plus avoir un instant à soi de libre. Comme une quête permanente d'un temps qu'on rentabilise, un temps qu'on maximise, comme une somme d'expériences à valoriser. Capturer l'instant, saisir l'instant T, comme s'il fallait d'ailleurs y ajouter une lettre, tellement on avait peur de le perdre. L'immortaliser dans des scènes et à travers des médias toujours plus nombreux et volumineux, qu'on ne consulte d'ailleurs même plus tellement. Alors que nous multiplions les selfies et les autres réels, comme une lutte permanente face à la décrépitude du temps qui passe, comme s'il n'y avait plus un instant à perdre, ne perdrions-nous pas précisément notre rapport au temps, à la trace, au souvenir ? Et si l'instantané nous faisait perdre l'instant, son pouvoir et sa force ? Ce pouvoir, c'est celui de la possibilité de la rencontre. Et elle demande du temps, cette rencontre. Or, nous vivons aujourd'hui dans un monde de connectivité en temps réel, et celle-ci n'est pas sans conséquence. Pensez au micro-trading et à ces opérations financières qui fonctionnent à des rythmes infinitésimaux et qui peuvent en un seul clic de la bourse de Chicago déclencher des famines à l'autre bout du monde. Cette connexion en permanence est aussi celle de nos écrans qui captent nos attentions, nos manières de prêter attention aux autres humains et non humains. Une capture de l'instant. Je vous laisse apprécier les termes. Et tout ça pour être mieux relié au lointain, pour être connecté à des espaces virtuels où le temps n'a pas de consistance ni de substance. Le paradoxe est là, on est tellement en quête d'instant, hors du commun, empêtré dans l'instantanéité qu'on n'arrive même plus à cerner les conséquences de nos actions. Car cette époque, c'est aussi celle de l'usage unique, du tout jetable, de ces choses dont la consommation est instantanée, de ces instants qu'on agglomère sans parfois en saisir la valeur. Nous ne savons plus faire durer l'instant et prendre soin des choses. Cette époque, c'est cette période qu'on appelle ici sur nos ondes l'Anthropocène. Et j'aimerais ici prendre un instant pour mesurer l'importance du moment et des effets de cette société. 419 parties par million. C'est le chiffre qui rend compte de l'instant présent et de la concentration du dioxyde de carbone dans l'atmosphère.
D'après une nouvelle étude de l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère, la NOOA, une agence américaine chargée de documenter ces concentrations, les niveaux des 3 principaux gaz à effet de serre d'origine humaine, le dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde nitreux, ont augmenté régulièrement encore en 2023. Pour les plus profanes d'entre nous, cela veut dire que les niveaux de dioxyde de carbone sont aujourd'hui comparables à ce qu'ils étaient il y a environ 4 millions d'années. À cet instant, les mers étaient environ 20 mètres plus hautes qu'aujourd'hui, la température moyenne était bien plus élevée et de grandes forêts occupaient des zones de l'Arctique aujourd'hui gelées. Bon, vous me direz, à l'échelle des temps géologiques, nous sommes peu de choses. Mais mesurons notre talent, car nous avons réussi cet exploit en un instant. L'élévation de la concentration en CO2 a augmenté de 50% en à peine 150 ans. Pourtant, vous avez peut-être vu passer l'info, l'Anthropocène n'existe pas. Du moins pour les géologues, ou plutôt les stratigraphes. Alors désolé d'avance pour les débats d'initiés, mais la chose a son importance. Après le Pléistocène et l'Holocène, les scientifiques cherchent depuis plusieurs années à dater la marque des humains sur notre planète, à identifier la singularité de l'instant humain. Alors sommes-nous entrés dans l'Anthropocène ? La réponse rapportée par le New York Times le 5 mars dernier est sans appel, pas encore, pas pour l'instant. Bon, croyez-moi sur parole, cette querelle théorique ne remet nullement en cause le constat de l'incidence brutale et violente des activités humaines sur les équilibres bio-éco-géophysiques. D'ailleurs, et comme nous le relaie avec brio la glaciologue Heidi Sevestre, le poids de nos activités bouleverse même la vitesse de rotation de la planète, et ce faisant notre notion du temps. Quelques éléments de précision. Depuis les années 50, notre mesure du temps s'adapte à la fluctuation de la rotation terrestre. On ajoute en fait des secondes intercalaires pour que nos horloges atomiques soient en phase avec la rotation réelle de la Terre. L'enjeu est essentiel puisque nos satellites, nos téléphones, nos ordinateurs, notre système financier en dépendent. Ils sont synchronisés en temps réel. Mais fait nouveau, sous l'effet de la récente accélération de la rotation de la Terre, j'ai hélas pas le temps de vous expliquer le pourquoi du comment, la date de 2026 avait été retenue pour ôter un court instant d'existence et retirer une seconde au temps des horloges atomiques. Mais ça, c'était avant. Une nouvelle publication du géophysicien Duncan Carr-Agnew dans le journal Nature pointe l'incidence de la fonte des glaces dans ce bouleversement. Celle-ci ralentirait en fait la rotation terrestre et justifierait alors de prendre un instant de plus avant d'en enlever un. En dernière instance, j'aimerais vous inviter à prendre un instant de repos, un instant de répit face à ces nouvelles aberrantes et qui nous dépassent. Le paradoxe est aussi celui-ci. Face à l'abondance d'informations de ce type de nouvelles effrayantes, nous ne savons plus trop quoi faire, plus trop quoi penser. Tels des souris prises dans une roue, nous continuons notre course effrénée, tout en s'octroyant quelques menus instants de pause, de retour sur soi, où nous cherchons à méditer sur l'instant présent. Mais le développement personnel n'est-il pas encore une course à la rentabilité, à la maximisation de son temps pour rester performant ? Qu'avons-nous fait de l'instant ? Ou l'avons-nous perdu à tel point qu'il faille le chercher sans cesse ? Rappelons-nous du confinement. C'est bien cet instant figé, ce temps synchroniquement arrêté, du moins pour une bonne partie de privilégiés, qui nous a fait croire au monde d'après. L'envie pourrait être de remonter le temps. Je crois qu'il convient plutôt de le prendre, collectivement, de le reprendre et de savourer l'instant, le faire durer. Nous avons l'heure accrochée au poignet. Faisons le choix d'avoir le temps, ça presse. Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Au cœur du changement global. Et pour ce nouveau coup d'œil sur l'actu, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Plat. Bonjour Marie Plat. Bonjour. Alors Marie Plat, merci beaucoup d'être Vous avec m'entendez nous. bien ? Oui, on vous entend parfaitement. Vous êtes membre du collectif Nos Services Publics. Nous avons une petite demi-heure ensemble pour discuter de l'état de nos services publics donc, et des enjeux liés à la planification écologique à conduire. Et dans un contexte de cure d'austérité annoncée, mise en exergue par les prises de position récentes du ministre des Finances et des Comptes publics. Alors, avant toute chose, est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu quel est le sens de la mission de votre collectif ? Oui, bonjour. Merci de nous avoir invités. On est un collectif qui s'est créé en 2021 pour rassembler et des agents publics et des personnes qui sont intéressées ou préoccupées par l'état des services publics. On travaille sur plusieurs choses. La première
chose qu'on a faite, et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître, on a publié une enquête sur la perte de sens des agents publics, où 80% des personnes ayant répondu disaient qu'elles faisaient face à une perte de sens dans leur travail, alors qu'elles s'étaient engagées pour le sens et pour l'intérêt général au sein des services publics. Et donc, ce qu'on fait avec le collectif, c'est qu'on partage à la fois le vécu des agents et leur expertise dans le débat public. On réagit à l'actualité, donc on a publié des analyses des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, par exemple, mais on fait également un travail de fond qui ne réagit pas forcément à l'actualité. Donc, on a travaillé, par exemple, sur l'évolution de la rémunération des enseignants. Et puis, on a publié un gros rapport sur l'état des services publics en 2023, qui est en librairie actuellement. Et donc, il y a ce travail-là de venir apporter notre vécu, notre expertise dans le débat public, et pour proposer une autre manière aussi de considérer les services publics à rebours d'un prisme aujourd'hui assez dominant qui les voit d'abord sous un angle budgétaire, et puis également une volonté de faire collectif, de se retrouver entre agents et entre personnes qui s'y intéressent. Et donc pour ça, on anime des événements. Actuellement, il y a le Printemps des services publics qui se passe dans plein de villes de France, avec des événements, des conférences et même des karaokés pour se retrouver et puis faire collectif. On aura l'occasion d'y revenir sur tous ces éléments dont vous nous parlez. Peut-être insister sur cette date de 2021, sur cet élément déclencheur. Qu'est-ce qui vous a, à ce moment-là, poussé à monter ce collectif? Est-ce que le Covid a eu un effet là-dessus, et notamment sur cette question du sens que vous abordiez? Qu'est-ce que vous avez à dire dessus? Moi, je fais partie des personnes qui ont rejoint ce collectif à sa création, mais pas des gens qui l'ont créé. Donc, je ne pense pas qu'il y ait eu nécessairement un effet lié au Covid, même si en termes de débat public, les enjeux autour des services publics avaient évidemment considérablement augmenté. Pour rappel, dès les années, en 2018-2019, il y avait déjà d'énormes manifestations des soignants. Et en fait, la crise de l'hôpital public et du système de santé est apparue de manière beaucoup plus évidente et criante au moment du Covid. Mais les personnes qui lançaient l'alerte étaient déjà là et précédaient en fait l'existence de notre collectif. Donc je pense qu'on s'inscrit plutôt dans une continuité avec des prises de parole qui ont précédé. On vient le compléter et continuer d'y donner forme. Et d'un point de vue de la gouvernance et de comment est-ce que ça fonctionne réellement en interne, est-ce que on est plutôt sur un collectif qui est de l'ordre qui regroupe plutôt des professionnels de la fonction publique, ou est-ce que vous avez été rejoint peut-être par des usagers seulement, pourrait-on dire, de ces services publics, à la fois mécontents ou à la fois qui aient envie de venir poser un constat eux aussi sur ces services publics-là? Alors déjà, on n'est pas que on est vraiment pas que des agents publics. Moi, à titre personnel, je suis pas fonctionnaire, je suis contractuelle en plus. Donc le niveau de présence dans les services publics ou de statut est assez varié. Est-ce qu'il y a des usagers aussi? Je pense aujourd'hui, on a un collectif qui existe du coup depuis 3 ans, avec donc il y a des personnes qui écrivent, il y a des personnes qui contribuent à ces écritures, il y a des personnes qui animent des ateliers, qui animent des groupes locaux, et puis il y a l'ensemble de nos adhérents, et puis il y a les personnes qui suivent ce qu'on publie. Moi, je dois reconnaître que je connais assez mal le profil et de nos adhérents, et puis des personnes qui viennent, en tout cas qui participent. Il y a de manière certaine des usagers, et en fait les usagers, c'est la France entière in fine, donc qui utilisent les services publics. Ouais. Et une dernière question sur le sujet. On parlait des fonctionnaires. Est-ce qu'il n'y a pas un devoir de réserve normalement pour les fonctionnaires? Sur le devoir de réserve, on en a publié un petit guide aussi assez tôt dans l'existence du collectif. Le devoir de réserve, il est souvent pris dans une il est compris dans une acception hyper large,
qui semble dire que les fonctionnaires ou les agents publics n'auraient pas le droit de prendre la parole, alors qu'en réalité, les endroits où ils s'exercent sont relativement limités. Et notamment, l'un des enjeux, il est de ne pas prendre la parole au nom de son administration, ce qui n'est pas ce que nous faisons. Ni de venir influencer les usagers du service public sur des opinions politiques dans le cadre de l'exercice de nos missions, ce qui est à nouveau pas ce que l'on fait, puisque notre action s'exerce à côté et en dehors du cadre de nos missions d'agents. Et alors, si on rentre un tout petit peu dans l'actualité, on a pu le voir, la question des services publics est abondamment discutée ces dernières semaines. Et je pense notamment au plan de transformation écologique de l'État qui a été discuté au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue le 28 mars dernier au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Il y a une série d'engagements qui ont été pris par le gouvernement. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de ce moment qu'a constitué ce plan de transformation écologique de l'État ? Oui, absolument. Alors, donc, ce plan de transformation écologique de l'État, il porte sur quelle intention de faire l'État pour lui-même, c'est-à-dire sur l'intérieur de son fonctionnement. Ça, je pense que c'est important de noter que, et d'ailleurs, c'est pas que l'État, c'est État, collectivité et également l'hôpital. Je pense que c'est important de rappeler que les enjeux liés à la transformation écologique, ils ne sont pas limités à ce que fait l'État pour lui-même, c'est-à-dire la manière dont les agents se déplacent ou ce qui est mangé dans les cantines de l'État ou la rénovation des bâtiments publics. C'est également l'ensemble des politiques publiques. On y reviendra plus tard, mais voilà, c'est juste pour recentrer ce dont il s'agit. Nous, il y a plusieurs choses qui nous ont semblé intéressantes. Déjà, je pense que c'est un plan et une intention qui sont nécessaires et louables. Oui, l'État, dans son fonctionnement, a besoin de réduire l'impact qu'il a en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a une nécessité de venir également créer des espaces refuges pour la biodiversité. Tout ça, c'est des intentions louables. La manière dont le plan est écrit est relativement intéressante. Et il a par ailleurs été travaillé notamment avec des associations et, d'après ce que j'en ai entendu, des universitaires également. Et ça, pareil, sur la méthode de travail, je trouve ça assez intéressant. Toutefois, et notamment, il parlait d'accompagner et de faciliter le passage à l'action des agents publics. Ça, c'est intéressant, et c'est intéressant peut-être d'aller jusqu'au bout et d'essayer de mettre plus de démocratie au sein des services publics, où aujourd'hui, on a plutôt des échos d'agents qui ont des difficultés à pouvoir exercer leur mission correctement, faute et de moyens et d'un cadre clair et pérenne. Mais pour revenir sur certains points de ce plan, il y a aussi des objectifs qui sont très ambitieux et qui parfois nous semblent un petit peu irréalistes. L'objectif, c'est de former 5000 cadres cette année. Il y a 5000 cadres qui ont été formés aujourd'hui. L'objectif est de passer à 25 000 à la fin 2024 et que l'ensemble des agents, soit 5,7 millions d'agents, soient formés en 2027. Donc ça veut dire passer de 25 000 par an en 2024 à 1,9 million par an sur les 3 années à venir. Donc c'est multiplié par 76 dès l'année prochaine. Oui, on comprend que l'ambition est assez démesurée. Et très concrètement, pour cerner un petit peu l'intérieur de la machine, comment se passe, qui vous adresse ces formations, à vous, contractuels ou fonctionnaires, pour penser ce moment de transformation écologique qui est appelé de ses voeux par ce rapport ? Alors pour l'instant, je sais que l'État va travailler avec le CNFPT, donc le Centre national de formation pour la fonction publique territoriale, je crois. Et donc ça, pour ce qui concerne la territoriale, mais il me semble qu'il s'appuie également sur les centres de formation pour la fonction publique hospitalière et la fonction publique d'État. Donc a priori, c'est en s'appuyant sur ces outils-là que l'État formera les agents. Alors, vous parliez juste avant d'une ambition presque un peu démesurée.
Comment est-ce qu'on la comprend quand on est à votre place, cette ambition démesurée, alors que dans le même temps, on voit un gouvernement qui a plutôt tendance à freiner très 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 fortement sur toutes les mesures climatiques. Comment est-ce que vous, de votre point de vue et du point de vue de votre collectif, vous arrivez à lire ce double langage d'une certaine manière? Euh, ce qui m'interroge, y compris en fait, ce plan de transformation écologique de l'État, pour l'instant, on en a lu les ambitions, je n'en connais pas le budget. Et donc, on est plutôt curieux de voir les moyens qui seront mis en face de ces ambitions-là. Effectivement, les dernières coupes budgétaires annoncées de 10 milliards d'euros pèsent à hauteur de 2,2 milliards sur l'écologie. Donc, ça veut dire un quart des coupes annoncées pèsent sur l'écologie, donc notamment sur MaPrimeRénov', sur le fonds vert, sur les dépenses d'infrastructure et de transport. Alors même que le rapport Pisani-Ferry-Maffouz, si je ne m'abuse, préconise un investissement à hauteur de 66 milliards nécessaires par an pour 2030 pour adapter notre économie à cette question-là. Oui, bien sûr. Et en fait, ce qui est frappant, ces coupes budgétaires, elles posent une question plus large au-delà de l'écologie. Donc j'élargis un petit peu, puis on reviendra vraiment aux enjeux de transformation. Mais il y a quand même un premier enjeu de démocratie. C'est de quel espace démocratique dispose-t-on réellement quand on adopte un budget par 49.3, donc sans vote du Parlement, et puis qu'on adopte des coupes budgétaires par décret parce que les prévisions de croissance étaient fausses, et on savait déjà que les prévisions de croissance étaient fausses au moment de l'adoption du budget fin 2023. Donc c'est très compliqué de planifier quand on adopte de manière non démocratique un budget qui s'appuie sur des prévisions erronées. Mais c'est ça, du coup, politiquement, ça questionne, vous, à votre place, en tant que représentant, d'une certaine manière, de la fonction publique, ça doit déboussoler de voir un État qui planifie sur des budgets qui ne sont pas du tout réalistes pour ensuite retirer les sommes qui devaient y être imparties. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à se situer et à voir le long terme là-dessus ? Oui, justement, je pense également que ça ne permet pas de voir à long terme. Je rappelle également qu'il y avait eu une affirmation selon laquelle ce quinquennat serait écologique ou ne le serait pas. Et en fait, si les budgets sont amenés à être rabotés quelques mois à peine leur adoption, encore une fois, sur des prévisions de croissance dont on savait déjà qu'elles étaient trop optimistes, effectivement, c'est incohérent. D'autant plus que d'autres choix sont possibles lorsqu'on se dit qu'il y a besoin de dépenses publiques supplémentaires. Soit on peut augmenter les recettes. Je rappelle que le gouvernement s'est privé de recettes en baissant les impôts. Il y a également de la possibilité de réduire les dépenses ailleurs. Les dépenses défavorables en France, selon le budget vert, elles se chiffrent à 19,6 milliards d'euros. Donc voilà, c'est aussi un espace de dépenses. Et il y a également... on a travaillé également dans le cadre du rapport sur l'état des services publics sur le lien entre public et privé dans certains secteurs de politique publique. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a un soutien public de la dépense publique pour permettre l'existence et le fonctionnement du secteur privé. C'est le cas des cliniques privées, c'est le cas des écoles privées sous contrat. En réalité, le fonctionnement de ces établissements sur fonds publics vient mettre à mal le bon fonctionnement des services publics. L'exemple très simple dans la santé, c'est que les cliniques privées subventionnées par de l'argent public accueillent aux 3/4 des opérations facilement programmables et très rentables au regard de la T2A, de la tarification à l'acte, tandis que les hôpitaux publics accueillent les 3/4 des urgences et prennent en charge les cas les plus compliqués, les plus sévères et les patients les plus précaires. Et en fait,
c'est ça qui pèse sur le fonctionnement de l'hôpital public. Donc ça interroge sur la pertinence de la dépense publique vis-à-vis d'un secteur privé qui fait dérailler l'hôpital. Donc voilà, qu'on n'arriverait pas... On peut aussi la dépense publique au regard de son efficience. Effectivement, et dans vos rapports, vous parlez beaucoup d'inégalités à la fois sociales, géographiques, etc. Est-ce qu'on n'arriverait pas à une forme de société à plusieurs vitesses, avec des pauvres services publics pour les pauvres, alors que, vous le disiez juste avant, les compétences les plus compliquées se situent toujours dans le service public ? On voit... Les usagers les usagers et les agents en réalité ont été les premiers à faire remonter la dégradation des services publics, des hôpitaux qui ferment et donc des distances plus grandes à parcourir, des classes qui ferment et pareil des distances plus grandes à parcourir pour aller scolariser ces enfants, et un évitement croissant qui est possible pour les personnes qui ont les personnes les plus aisées. Par exemple, dans l'enseignement, il y a eu un rapport parlementaire qui est sorti début avril sur l'école privée sous contrat qui disait qu'il y avait insuffisamment de contrepartie et de contrôle sur les établissements privés sous contrat, alors même qu'ils percevaient énormément d'argent public. Et dans le privé sous contrat, la part des enfants issus de familles aisées est passée de 29% à 40% en l'espace de 15 ans. Et donc, en fait, c'est l'intégralité et alors que dans le public, cette part restait stable. La répartition sociale restait stable. Et donc, en fait, ça veut dire que dans la société, il y a eu une évolution de la part des familles à fort capital social, à fort capital culturel et économique, et que l'intégralité de cette augmentation est venue se reporter sur le privé sous contrat. Donc, évidemment que ça interroge. Et nous, on appelle de nos voeux une interrogation qui pousse plus loin sur qu'est-ce qu'on choisit de socialiser, qu'est-ce qu'on choisit de mettre en commun, et où est-ce qu'on choisit de laisser le privé et le chacun pour soi régner. Et à ce titre, Marie-Plage, je vais me permettre de vous lire quelques mots, une phrase. Je vous dirai seulement à la fin qui a prononcé ces mots et vous faire réagir. Je crois à un État qui protège, je crois à notre modèle social, à l'hôpital public, à l'école publique, à la nécessité de protéger les plus faibles. En revanche, je ne crois pas à l'accumulation de dépenses année après année qui deviennent des acquis sur lesquels on ne bouge pas. Quand nous mettons en place un bouclier de protection tarifaire, le jour où la flambée du gaz et de l'électricité est finie, on retire ces aides. C'est la différence entre un État-providence qui accumule les dépenses et qui ne revient jamais dessus, et un État protecteur qui protège quand c'est nécessaire face au Covid ou à l'inflation, et qui, lorsque la situation revient à la normale, rétablit les comptes. Alors, il s'agissait des propos de notre ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Au regard de tout ce que vous venez d'évoquer jusqu'avant, qu'est-ce que vous avez à dire de cette conception de l'État qui protège ? Je trouve que c'est une vision assez limitée et puis qui manque aussi par endroits d'histoire. La sécurité sociale, c'est de la mutualisation. L'assurance chômage, qui est également remise en question actuellement, c'est également de la socialisation. Et donc, je pense que c'est une vision très limitée de l'action publique que de penser qu'elle ne consiste qu'à protéger ponctuellement les plus faibles. Et par ailleurs, ce qui nous semble important, et ça revient un peu au rôle que joue le collectif, c'est aujourd'hui, il n'y a pas de débat public serein sur quelle est la place des services publics, qu'est-ce qu'on souhaite continuer de mettre en commun, notamment alors que le réchauffement climatique s'aggrave et s'accélère. Il n'y a pas de débat public serein à ce sujet-là. Et ça revient à cette question démocratique d'un budget qui est raboté 3 mois plus tard parce qu'on n'avait pas pris les bons chiffres. Et donc c'est
Pardon. Vous expliquez que les besoins sociaux dans vos différents rapports ont à la fois augmenté et évolué, ce qui nous amène du coup à choisir, en fait, à devoir choisir avec cette évolution historique de ce vers quoi on destine ces dépenses publiques. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, en fait? Qu'est-ce que sont ces besoins sociaux qui se sont transformés, qui ont évolué et comment est-ce qu'on les prend en compte maintenant avec des aides publiques qui ont été instaurées il y a maintenant plus de 70 ans? Comment est-ce qu'on prend en compte tout ça? C'est une très bonne question. Dans le rapport sur l'état des services publics, effectivement, on a essayé d'approcher ce que c'était que les besoins sociaux et comment les services publics y répondaient ou non. En réalité, c'est une approche qui n'est pas commune aujourd'hui de penser par les besoins. Et ce qu'on essaye de faire en le versant au débat public, c'est de faire en sorte que ce soit un mode de réflexion qui s'instaure. La transition écologique nous appelle beaucoup plus à le faire. On est obligé de penser à est-ce qu'on a envie d'être sur une planète habitable et pour combien de gens est-ce qu'on souhaite que cette planète soit habitable? Et pour cela, comment fonctionne-t-on et comment réarrange-t-on nos politiques publiques, mais plus globalement notre manière de vivre? Pour approcher les besoins sociaux, nous, on a regardé des tendances démographiques, des évolutions matérielles aussi, qui nous semblent traduire, sans poser de regard ni moral, ni sur le bien fondé ou non de ce besoin-là, qui nous semblent traduire les évolutions de la société. Je vais reprendre quelques-unes des données qui en sont ressorties. On se déplace aujourd'hui 5 fois plus qu'il y a 50 ans. Là où un quart d'une classe d'âge avait le bac il y a 40 ans, c'est aujourd'hui 80% des enfants qui ont le bac. En 10 ans, la part des affections longue durée a augmenté d'un tiers. Donc ça, c'est à la fois une augmentation effectivement des besoins, mais également une transformation, notamment sur les affections longue durée. Ça demande une réorganisation du suivi des patients qui n'est pas le même que quand on vient uniquement, entre guillemets, pour une opération et qu'on ressort ensuite et que le suivi est fini. Je me permets de faire un petit peu l'avocat du diable. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'on est en quelque sorte pris au piège, dépassé par des politiques sociales qu'on a construites dans des années fastes de la deuxième moitié du XXe siècle, et aujourd'hui on se retrouve confronté à quelque chose qui nous dépasse largement et avec une chose... disons une toile avec des fils qu'on n'arrive pas à démêler et sur lequel on ne sait pas tirer? Moi, je trouve qu'il y a un exemple. Il y a une rengaine aujourd'hui, mais qui est assez ancienne, qui voudrait que le secteur que le secteur privé soit par essence efficace et le secteur public par essence inefficace. Je crois pas à l'existence de choses par essence là-dessus. Je pense que c'est intéressant d'aller se pencher sur des faits. L'un des faits que je trouve intéressant à cet égard, c'est le fait que, alors je ne sais plus si c'est un rapport de la Cour des comptes ou d'une autre institution, qui avait regardé l'efficacité des complémentaires santé. Et en fait, financièrement et du point de vue de la santé des gens, donc au regard de ces deux enjeux, une grande sécu qui comprendrait les mutuelles serait plus efficace que le système actuel avec la sécurité sociale plus des mutuelles. Donc moi, je pense que c'est intéressant de ne pas être dogmatique et d'aller voir ce qui fonctionne le mieux, et ensuite, effectivement, d'aller interroger quels sont les besoins qu'on souhaite mettre en commun, pas les besoins, pardon, mais les moyens qu'on souhaite mutualiser, socialiser, et ceux où on décide qu'on laisse chacun se débrouiller pour lui-même. Et à certains endroits, il est plus efficace pour l'ensemble de la société et pour les dépenses publiques et privées de passer par de la socialisation. Si je peux me permettre, ce sont des données que les économistes connaissent depuis longtemps. Pour autant, les fameux chantres de la rigueur budgétaire continuent à mener des politiques qui vont complètement à l'opposé de ça. Comment est-ce qu'on l'explique ? Moi, je sais pas bien. Je sais pas bien expliquer cela. Je trouve que sur l'assurance chômage, c'est particulièrement flagrant. Hein, vous avez raison.
il n'y a pas eu d'études. C'était Michael Zemmour qui le disait, je ne sais plus quand, à l'antenne. Ou Sophie Binet, les différentes réformes de l'assurance chômage n'ont pas fait l'objet d'études d'impact a posteriori. Et il n'y a aucune étude qui démontrerait que réduire la durée d'indemnisation permette aux gens ou incite réellement les gens à retrouver un emploi. Donc, à part précariser, on comprend mal l'efficacité d'une telle mesure. Je ne sais pas vous répondre, mais de la même manière, si je reprends le sujet qui nous intéressait aujourd'hui de la transition écologique, les scientifiques du GIEC étaient ça fait longtemps qu'ils sont limpides sur la situation et le besoin d'action, et que pour autant, ça n'a pas guidé la majorité de l'action publique sur les 30 dernières années. Donc, je ne sais pas m'expliquer cette résistance-là à des faits qui sont pourtant effectivement têtus. On va pas vous demander d'expliquer l'inexplicable. Peut-être en guise de question, de mot de la fin, on l'a dit, le collectif Nos Services Publics a publié un premier panorama sur l'état de nos services publics. Je crois savoir que vous êtes en train de conduire une réflexion sur un deuxième rapport. Est-ce que vous auriez quelques pistes à nous donner? Est-ce qu'il y a une dimension plus prospective du coup dans ce nouveau rapport sur les services publics à inventer pour être en adéquation avec tous les enjeux dont on a eu le plaisir d'évoquer au cours de cette demi-heure d'échange? Nous, on a prévu de poursuivre dans la même veine d'un constat et d'un constat étayé. Je pense que je continue de penser qu'informer avec des faits, c'est quelque chose de vertueux pour la qualité du débat public. Donc pour l'instant, l'idée du prochain rapport n'est pas d'aller sur des propositions. En revanche, donc dans le premier rapport, il y avait un chapitre sur les transports qui interrogeait déjà en fait cet enjeu un peu central de la transition écologique. Comment est-ce qu'on transforme nos modes de vie pour éviter la catastrophe? Je le disais plus tôt, on se déplace 5 fois plus qu'il y a 50 ans. Si on continue sur une tendance pareille, ça nous emmène droit dans le mur. Et donc, en fait, là où avant, on allait regarder les besoins sociaux et s'interroger sur une adéquation avec les politiques publiques, la transition écologique demande également est-ce que tous les besoins doivent obtenir satisfaction, et c'est ça qui se pose sur les jets privés, sur l'impact écologique des plus aisés, au regard d'une consommation qui n'est pas soutenable. Donc oui, en tout cas, ce nouveau rapport, il nous emmène sur d'autres champs de questionnement, et je pense que ça va être super intéressant dans la réflexion et puis dans le débat qui suivra et qu'on aura à cœur d'animer. Eh bien, on aura le plaisir de vous lire et de continuer d'alimenter ensemble le débat public. Un grand merci à vous, Marie Plat, pour votre participation à cet échange, et puis à bientôt sur les ondes de Radio Anthropocène. Merci beaucoup et très bon après-midi. À bientôt. Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Au cœur du changement global. Et Regard sur l'actualité, ça continue en direct sur Radio Anthropocène. Et on accueille Indra Kratokvil. Bonjour Indra. Bonjour. Et donc c'est à toi pour ta chronique Faute de mieux. La vie humaine serait certainement considérée comme bien insipide s'il n'y avait pas, de temps à autre, quelques moments de pur émerveillement. Ces moments où l'âme humaine se voit subitement bouleversée, emportée par une force mystérieuse, ou alors touchée par une harmonie singulière et inattendue qui la connecte aux phénomènes cosmiques majeurs tels que les alignements des planètes, les explosions de supernovas ou les agitations des bosons de Higgs. Et ce sont peut-être ces moments de communion avec le mystère de l'existence qui constituent notre ancrage émotionnel dans le monde et qui peuvent parfois nous pousser jusqu'à affirmer que, malgré et en dépit de tout,
la vie vaut très probablement la peine d'être vécue. Je me souviens par exemple d'un soir d'été à Arles, dans les Bouches-du-Rhône, en PACA. C'était un de ces soirs de juillet où la ville, en pleine effervescence jusqu'au milieu de la nuit, puisqu'elle accueille toute une foule d'amateurs et de professionnels de la photographie venus assister aux célèbres rencontres internationales. Faisant partie d'un petit groupe d'amis en train de déambuler joyeusement d'un vernissage à l'autre et d'une terrasse à l'autre, je me suis retrouvé, comme tout le monde, tôt ou tard, sur l'inévitable place du Forum. Une place centrale pas très grande, remplie de cafés, de brasseries et de restaurants disposant tous d'immenses terrasses où s'entassent autour de toutes petites tables des centaines ou plutôt des milliers de personnes en train de consommer des plats parfois typiquement camarguais tout en essayant de commander une nouvelle tournée de boissons. Une vision festive, enivrante de la vie qui était là comme une démonstration vivante de ce qui peut bien attirer ces millions de touristes étrangers comme moi dans ces régions méditerranéennes de la France. Lorsque tout à coup, quelqu'un du groupe s'est exclamé « Regardez, c'est le célèbre café de Van Gogh », en nous montrant la terrasse voisine. Et effectivement, après un moment de décryptage, j'ai vu apparaître devant mes yeux le fameux tableau de Vincent Van Gogh qui s'appelle « Terrasse du café le soir » et qui représente effectivement une terrasse du café le soir, c'est-à-dire très exactement la même terrasse en tout point identique à celle qui était juste en face de moi. Le même bleu de la nuit, le même jaune de lumière, la même ambiance chaleureuse, désormais intemporelle, de ce lieu dorénavant légendaire. C'est donc ici, me suis-je dit, fortement ému, puis j'ai senti à mes côtés la présence du peintre en train de mélanger ses couleurs vives, et l'odeur de la térébenthine me montait au nez, tandis que je commençais à avoir l'impression de faire partie du tableau, d'être dedans comme l'une des silhouettes peintes par Van Gogh lui-même. Et ce vertige de la nuit étoilée s'est gravé à moi comme si le tableau m'avait brûlé la rétine. Hélas, hélas, voici ce que je découvre dans la presse hier matin. Je cite. Dans le centre historique de la cité antique, le café reconstitué, d'après la célèbre étoile du peintre néerlandais, a baissé le rideau. L'établissement, accusé d'escroquerie, n'a jamais suscité l'enthousiasme des locaux. Ah, que dire? Comment dire? Me voilà tombé des nues, directement dans la gueule grande ouverte de la vérité vraie. C'était donc un simulacre, un spectacle piège à touristes dans lequel j'ai eu le si grand plaisir de tomber. Incroyable. Naturellement, afin de sauver ma face devant moi-même, je tente de rationaliser et réussis même à extraire quelques observations intéressantes de cette expérience insolite. Je me dis alors que nous, les humains, avant d'habiter le monde, nous habitons d'abord plutôt l'idée que nous nous faisons de lui. C'est comme si nos désirs fabriquaient en permanence des récits et des décors complets au milieu desquels nos passions peuvent enfin se mettre en scène. C'est ainsi que nous ne cessons d'ajuster nos environnements de vie aux croyances, mythes et autres légendes urbaines. Je pense au formidable laboratoire du patrimoine décor mythique que sont les quartiers UNESCO. Je pense à la ville de Paris qui s'apprête à recevoir des millions de touristes pour les Jeux Olympiques. Ne vient-il pas aussi pour flâner dans la ville des impressionnistes ? Et pourtant, le souvenir du café arlésien peint par Van Gogh reste comme étrangement intact. Malgré la révélation de la supercherie, il continue à résister à la rationalisation. Comme pour me forcer à garder en mémoire que les plus grandes émotions résultent aussi, et parfois, faute de mieux, des mises en scène particulièrement réussies. I found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When
when I found you. The moon stood still on Blueberry Hill and lingered until my dreams came true. The wind in the willow played a sweet melody, but all of those vows we made were never to be. Though we're apart, you're part of me still, for you are my thrill on Blueberry Hill. I found my thrill. Come climb the hill with me, baby. On Blueberry Hill. We'll see what we shall see. On Blueberry Hill. I'll bring my horn with me. I'll be with you where berries are blue. The moon stood still. Each afternoon we'll go on Blueberry Hill. Higher than the moon we'll go and linger until wedding in June we'll go. My dreams came true. Papa thought it was the wind and the willow play. Love's sweet melody. But all of those vows we made with her were never to be. Though we are part of you, part of me with us still. For you are my thrill on Blueberry Hill. Et on se retrouve toujours en direct sur Radio Anthropocène avec Valérie Didier. Bonjour Valérie. Bonjour Florian Fontpéry et ainsi que tous ceux qui vous accompagnent. Alors aujourd'hui pour ta chronique Cultura, tu nous parles de quoi ? Du meilleur des mondes. Ah. Du meilleur des mondes. Eh oui. La science-fiction est généralement considérée comme étant aux antipodes du réalisme. Or, la science-fiction, si elle use d'un topos relevant de l'ailleurs, de l'autre ou du futur, ne s'inscrit pas moins dans l'imaginaire de son époque. Alors, que dit notre époque anthropocène ? Bien que certains le nient ou d'autres apportent des nuances salutaires sur une responsabilité partagée entre tous les humains, notre espèce a colonisé les écosystèmes sans les ménager et c'est un euphémisme. Quel que soit l'espace envisagé, son habitabilité est fragilisée par endroits très fortement dégradés par une exploitation intensive, des pollutions et des nuisances résultant pour une large part des modes de production et de consommation dominants depuis l'après-guerre. L'habitabilité peut aussi dépendre d'éléments qui ne sont pas directement visibles et dont les effets ne se font sentir que par accumulation, comme la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, conséquence de plus en plus problématique d'un mode de développement énergivore et de l'enfermement dans une trajectoire thermo-industrielle, pour parler comme le sociologue des sciences Alain Gras. Alors, comment l'humanité va-t-elle faire sans bouger d'un iota, puisque c'est la posture de principe des grandes puissances de notre monde, pour satisfaire ses besoins colossaux en énergie ? Les consommations énergétiques sont-elles condamnées à croître ou peuvent-elles être réduites ? Quel est le prix de l'épuisement des réserves pétrolières ? La littérature et le cinéma nous offrent des horizons hypothétiques, quoique. Par exemple, une régression technologique et politique dans Julian de Robert Charles Wilson, publié en 2011, ou l'ouverture de la boîte de Pandore avec une libération générale de la prédation et de la violence comme dans les Mad Max, une série commencée en 1979 et dont le 5e opus, Furiosa, sortira en salle cette année. Je l'attends de pied ferme.
Ou encore une mise en abîme des ambitions à peine voilées de la géo-ingénierie, ce que sous-tend Dune, dont le second volet, que l'on doit à nouveau à Denis Villeneuve, et qui nous a été dévoilé sur grand écran fin février. Issu du livre de Frank Herbert, publié en 1965, plusieurs maisons s'affrontent pour le contrôle de la planète Arrakis, également baptisée Dune par ses habitants. Bien que cette planète soit un désert, par principe inhospitalier au delta près des Fremen, particulièrement bien habillés d'ailleurs, je souligne, et de vers géants totalement effrayants, qui eux se sont adaptés. Elle est le lieu de l'épice, énergie nécessaire au déplacement tout autant que puissant, stimulant cérébral. Certaines planètes de cet empire interstellaire disposent de satellites permettant de contrôler la météorologie et d'infléchir le climat. Les Fremen, dirigés par un planétologiste, peut-être un métier d'avenir, espèrent l'arrivée d'un messie, un protagonisme beaucoup moins neuf, qui aidera à transformer ce territoire désertique en un vaste jardin nourricier. Ici, vous le verrez, une seconde figure d'emprunt. Cette macro-ingénierie appliquée à la biosphère qui semble s'ébaucher ici résonne avec des imaginaires démiurgiques, comme s'il était possible de réparer le climat ou tout écosystème vidé de sa capacité vitale. À supposer que les solutions de la géo-ingénierie soient possibles techniquement, elles auraient dans le meilleur des mondes un certain nombre d'étapes politiques à franchir. Et si je pense au meilleur des mondes publié en 1932 par Aldous Huxley, mon cœur déraille. L'écrivain réfléchissait aux dérives que les progrès techniques pourraient amener. La manipulation génétique avait permis de créer une société composée d'êtres identiques, bien gentils, bien rangés, en groupes uniformes et repérables, pour assurer une stabilité et une hiérarchie impeccables. Tout est sous contrôle, hyper planifié, et une drogue contribue tout de même efficacement à asseoir le système. Propre, simple, voire simpliste. En 1958, soit 27 ans plus tard, Huxley fit une relecture de son roman dans un essai intitulé « Retour au meilleur des mondes » dans lequel il écrivit « Les prophéties faites en 1931 se réalisent bien plus tôt que je le pensais. » Il ne s'agit plus de fiction, le monde n'est plus un roman, la bombe H, 2 dictatures sans précédent, l'explosion démographique sont passées par là. Et je pourrais réactualiser. 6 des 9 limites planétaires ont été dépassées en septembre 23. Cette même année 2023 est enregistrée comme l'année la plus chaude jamais observée. 150 000 à 260 000 espèces animales et végétales se sont éteintes. 25 pays représentant un quart de la population mondiale sont exposés à un stress hydrique extrêmement élevé chaque année. La fonte des glaces commence à affecter la mesure du temps mondial. Donald pourrait revenir aux manettes de la première puissance mondiale et son collègue Vladimir est collé à son char. Elon étend son empire et la super-intelligence artificielle capable de nous faire passer des vessies pour des lanternes est à l'œuvre. Avec tout ça, on a un joli contexte et des personnages hauts en couleur. Il nous manque simplement Aldous Huxley pour se remettre à l'ouvrage. En bref, j'ai mal dormi, ce qui me fait pencher du mauvais côté de la face énergie désespoir. Demain sera un autre jour.